Salut tout le monde, c'est Déborah. Petite question avant de commencer, c'est quoi pour vous le film le plus marquant de 1995 ? Si vous avez un faible pour les thrillers policiers, peut-être que vous répondrez Seven ou Usual Suspect. Si vous préférez les films de gangsters ou de cambriolage, ce sera probablement Hit ou Casino. Côté science-fiction, difficile de faire l'impasse sur l'armée des 12 singes, d'ailleurs je vous recommande l'excellente vidéo d'Alexandre sur le sujet. Et si on zoome sur le cyberpunk, il serait impensable de pas citer Ghost in the Shell. Pour les cœurs tendres et mélancoliques, on a du choix aussi, entre Before Sunrise, Sur la route de Madison ou le très beau Si tu tends l'oreille du studio Ghibli. D'un point de vue plus industriel et commercial, il y a eu des prouesses techniques comme Toy Story ou Casper, et des productions des enfers devenues des cas d'école comme L'île aux pirates ou Waterworld. Et puis, il y a cet autre film, noyé dans la masse, qui est moins souvent cité, voire quasiment jamais, alors qu'il réunit tous ces aspects-là. C'est le fascinant Strange Days, réalisé par Catherine Bigelow. Alors, Strange Days, de quoi ça parle ? De pas mal de choses. L'action prend place à Los Angeles en 1999, quelques heures avant le Nouvel An qui marquera le début du 21e siècle. Mais la ville est au bord de la guerre civile et c'est pas la mort du rappeur afro-américain Jericho One qui risque d'apaiser les tensions. Au milieu de ce chaos fait de décorations de Noël et de cocktails Molotov, erre Lenny, un ancien flic reconverti en trafiquant de clips enregistrés par le Squid, un appareil électronique illégal qui, en se connectant au cortex cérébral d'une personne, permet d'enregistrer tout ce qu'elle voit et ressent. Ces enregistrements peuvent donc ensuite être revisionnés pour offrir une expérience sensorielle totale à la personne qui s'y branche. Bref, Lenny est à la dérive, mais il peut encore compter sur son ami Mace, qui est garde du corps et chauffeuse. Mace aime secrètement Lenny, mais Lenny, lui, est désespérément amoureux de son ex, Faith, qui, elle, en a strictement rien à carrer de lui depuis qu'elle s'est recasée avec un mafieux psychotique. Un jour, Lenny tombe sur un enregistrement qui dévoile que Jericho One n'a pas été victime d'un règlement de compte entre bandes rivales, mais a été abattu par des flics ripoux, ce qui pourrait déclencher des émeutes dans toute la ville si ça venait à se savoir. Le meurtre ayant un lien avec son ex, Lenny se met en tête qu'il doit absolument la protéger, tandis que Mace essaie de faire éclater la vérité. Sacrée histoire donc. Je coupe cette vidéo un instant pour vous parler de Mission Damas, un superbe livre élu meilleur thriller d'espionnage par The Times en 2023, écrit par David McCluskey et désormais disponible en français grâce aux éditions du Seuil dans cette superbe édition. Comme vous vous en doutez certainement, vu le titre, Mission Damas se déroule en grande partie dans la capitale syrienne, mais aussi à Paris, où Sam Joseph, un agent de la CIA, est missionné pour traquer le responsable du meurtre d'une espionne américaine après qu'une exfiltration ait mal tourné. Il est donc chargé de recruter Mariam Haddad, une proche de l'administration de Bachar al-Assad, le président dictateur syrien, pour arriver à ses fins. Sauf qu'évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu pour Sam Joseph, entre les secrets du régime, les consignes de ses supérieurs et l'attirance réciproque entre lui et Mariam. Alors le livre est un beau bébé avec près de 600 pages au compteur, mais je dois avouer que je l'ai dévoré quasiment d'une traite. David McCluskey, l'auteur, est un ancien analyste de la CIA, notamment spécialiste du Moyen-Orient, et ça se sent. Les médias américains l'ont surnommé John le Carré 2.0, et il y a de ça, vu l'efficacité de son Mission Damas. C'est un premier livre d'ailleurs, dont les petits détails très réalistes le rendent vraiment angoissant et captivant. On apprend par exemple énormément de choses sur les méthodes de la CIA, notamment sur les fastidieuses PDS, les procédures de sécurisation des déplacements, la démystification du métier d'espion, qui est loin d'être aussi glamour que James Bond voudrait nous le faire croire, et McCluskey, il n'a surtout pas peur de livrer à côté des scènes sans concession, parfois assez violentes, pour mieux jouer sur l'ambivalence des situations, la moralité des personnages, et démontrer la vraie complexité des enjeux au cœur du récit. D'ailleurs, moi, ce que j'ai encore plus aimé personnellement, c'est la manière dont le roman décrit à merveille l'ampleur du conflit géopolitique qui entoure Sam et Mariam. C'est un petit précis de la guerre civile qui s'est jouée en Syrie au début des années 2010, que ce soit l'horreur des actions de Bachar el-Assad, l'inaction des États-Unis, la complicité russe, l'influence de la religion ou encore la rébellion des populations civiles. Bref, c'est un roman qui jongle brillamment entre de grands moments de parano et de tension, une acuité historique et politique très dense, et une douceur inattendue, évidemment avec la relation sentimentale naissante des deux personnages principaux. C'est Mission Damas, publié chez Verso, un label du Seuil, et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, et je vous le conseille vivement. Si la vie était juste et bien faite, Strange Days serait un film incontournable des années 90, aussi populaire et commenté que tous ceux que j'ai pu citer avant. Mais la vie étant injuste et mal faite, Strange Days est sorti discrètement en salle et s'est tout aussi discrètement pété les dents au box-office avec, hors inflation, moins de 8 millions de dollars de recettes pour plus de 40 millions de budget.
J'ai envie de penser qu'il a depuis été découvert ou redécouvert en dehors des salles de cinéma et qu'il a donc gagné en postérité, même si ça restera toujours en deçà de ce qu'il mérite étant donné ses ambitions techniques et ses idées visionnaires. Pourtant, si on se base sur les noms qui y sont attachés, le film avait a priori de quoi attirer du monde en salle. Le premier argument de vente, c'était évidemment sa réalisatrice, Catherine Bigelow. Quelques années avant, elle avait frappé un grand coup avec le cultissime Point Break. Tout est dans Point Break. Sans oublier ses succès d'estime que sont l'envoûtant Aux frontières de l'aube, son premier film solo, et le percutant Blue Steel porté par Jamie Lee Curtis. Deuxième argument de vente, James Cameron, qui en 1995 était déjà un poids lourd à Hollywood grâce à Aliens, les deux premiers Terminator et Abyss. C'est lui qui, dès 1985, a commencé à conceptualiser ce qui allait devenir Strange Days. À cette époque, il sortait triomphant du premier Terminator et avait en tête un thriller noir qui se déroulerait à l'aube de l'an 2000. Il avait aussi imaginé en toile de fond une sorte d'apocalypse et la rédemption de son protagoniste qu'il avait surnommé The Magic Man, ce qui était aussi le titre de son ébauche. Mais comme il a été missionné sur le scénario de Rambo 2 et a enchaîné avec Aliens et Abyss, il n'a pu se remettre pleinement dedans qu'au début des années 90. Il a alors présenté l'idée à Catherine Bigelow avant d'écrire le traitement qui servira de base au scénario rédigé par Jay Cox. Côté casting, il y avait aussi du beau monde. Lenny est jouée par Ralph Fiennes, qui sortait de la liste de Schindler, et Mace, elle, est incarnée par Angela Bassett, qui avait entre autres joué dans Boys in the Hood, Malcolm X et Tina, le biopic sur Tina Turner. On peut aussi ajouter l'actrice Juliette Lewis, qu'on avait vue avant chez Woody Allen et Martin Scorsese, et qui avait déjà donné la réplique à Johnny Depp et Leonardo DiCaprio dans Gilbert Grape, à Gary Oldman dans Romeo is Bleeding, ou encore à Brad Pitt dans California. Tous les trois avaient d'ailleurs été nommés une fois aux Oscars, mais sans remporter de prix, et malheureusement, c'est pas avec Strange Days qu'ils ont pu retenter leur chance. La raison la plus évidente de l'échec de Strange Days, c'est que c'était un film particulièrement dur à vendre au public parce qu'il ne rentre pas dans une case précise. On s'en rend d'ailleurs compte quand on essaie de le résumer. C'est une poupée russe qui emboîte différents genres et présente plusieurs sous-intrigues entrelacées qu'il faut démêler. Donc, on est à la fois sur du thriller d'anticipation à la lisière du cyberpunk et de l'horreur, mais aussi un polar urbain avec cette enquête tentaculaire qui pousse l'action, et enfin la romance entre les deux protagonistes. Alors oui, dit comme ça peut paraître foutraque, mais c'est bien cette effervescence et ce fourmillement qui fait toute la richesse du film. Et puis jusque-là, le brassage des genres était une habitude et même une marque de fabrique chez Bigelow, dont le début de la filmographie était plutôt expérimental. The Loveless, le premier long métrage qu'elle a co-réalisé avec Monty Montgomery, reprenait par exemple la structure du western pour raconter son histoire de motard libidineux dans les années 50. Aux frontières de l'aube, lui, reprenait encore plus frontalement les codes du western, mais cette fois pour revisiter la figure du vampire. Dans Blue Steel, on avait une intrigue de polar urbain et de romance contrariée, doublée d'une lecture plus autobiographique sur la vie de Bigelow et sa place dans l'industrie. Et pour Point Break, on est sur de l'action spectaculaire et une enquête policière qui devient de plus en plus intimiste et philosophique. Pour Strange Days, on peut dire que c'est un film à double entrée, voire même un monstre à deux têtes, la première étant celle de Bigelow et la seconde celle de James Cameron, parce que quand on parle de Catherine Bigelow, ou du moins d'une partie de sa carrière, on est aussi amené à parler de James Cameron, et c'est pas du tout de l'invisibilisation ou une mise sous tutelle. Alors, oui, ils ont été mariés environ 2 ans, le temps de développer et de sortir Point Break. Mais il s'agirait pas de réduire leur relation à un mariage raté puisqu'ils ont continué de collaborer de nombreuses années après leur divorce. James Cameron a donc présenté son ébauche de The Magic Man à celle qui était déjà son ex-femme avant qu'ils le refaçonnent tous les deux. À ce moment-là du développement, Catherine Bigelow était intriguée à l'idée de suivre des personnages au seuil d'un nouveau millénaire avec un homme qui pousse une femme qu'il aime à aider la femme que lui aime. Pour reprendre ses mots, c'était une superbe matrice émotionnelle. Mais assez vite quand même, c'est surtout l'aspect brutal et sombre qui l'a attiré, alors que James Cameron, lui, était plutôt porté sur l'aspect romantique, voire romanesque de l'intrigue. Et c'est peu étonnant étant donné son attrait pour le romantisme assez lyrique qu'il portera au sommet 2 ans plus tard dans Titanic. Et je profite qu'on soit sur Cameron pour mentionner qu'en plus d'avoir eu l'idée de Strange Days et de l'avoir produit, il a aussi participé au montage pour la première fois de sa carrière. Mais il n'a pas pu être crédité sur le film parce qu'à l'époque, il faisait pas partie du syndicat des monteurs. Et on retrouve bien aussi son côté maniaque technologique, puisque comme il n'existait pas encore de caméra permettant de filmer les scènes en point de vue subjectif présentes dans le scénario, en particulier le braquage au début et la chute du voleur, Lightstrom Entertainment, donc la boîte cofondée par James Cameron, a passé 1 année à en développer et en fabriquer une, avec un rendu à mi-chemin entre la shaky cam et le steadicam, comme voulu par Bigelow. Voilà, je referme la parenthèse Cameron. Le fait que Catherine Bigelow, elle, s'intéresse davantage aux nuances plus noires de l'histoire est aussi parfaitement sensé.
La violence, sociale et sexuelle, qu'elle lie souvent l'une à l'autre, et l'étude de la noirceur et de la perversité sont au cœur de ses travaux, tout comme son œuvre a toujours été hybride et particulièrement engagée. D'ailleurs, info importante, le scénario de Strange Days, et notamment la mort de Jericho One et tout ce qui s'y rattache, est grandement inspiré de l'actualité américaine de cette époque, plus particulièrement de la mort de Rodney King, des suites des violences policières et des émeutes qui ont suivi la remise en liberté du policier incriminé. C'est une des raisons qui fait que la dernière séquence du film est aussi impactante et dérangeante. On voit des policiers blancs qui lynchent une femme noire au milieu d'une foule d'abord passive, puis qui finit par se révolter. Pour cette scène, une vraie soirée a été organisée à Los Angeles avec près de 10 000 personnes, des droits d'entrée pour les participants, des musiciens et malheureusement quelques overdoses d'ecstasy. Là-dessus, donc sur la violence étatique et l'autorité nationale, Strange Days est une sorte de passage de relais vers un autre pan de la filmographie de Bigelow, donc la trilogie des mineurs, Zero Dark Thirty et Détroit, qui prend à bras le corps la question des violences policières et des discriminations raciales aux États-Unis. Son prochain film annoncé devrait lui aussi rester dans la continuité, puisqu'il est présenté comme un thriller policier en huis clos, dans la Maison Blanche avec des responsables de crise qui doivent faire face à une attaque de missiles imminente contre le pays. Bref, on a déjà hâte. Mais comme on le disait, cette portée politique, c'est pas neuf. Avant de se lancer dans le cinéma et la réalisation, Bigelow a étudié la peinture puis l'art conceptuel via le collectif Art and Language, radical et politisé, plutôt à gauche. Elle a aussi fait un rapide passage devant la caméra en 1983 dans le film Born in Flames de Lizzie Borden, une réalisatrice ouvertement féministe, dans un film plus qu'ouvertement anti-misogynie, anti-racisme, anti-homophobie, anti-républicain et anti-genre méchant. Et son personnage, donc la rédactrice en chef d'un journal socialiste post-révolutionnaire, se pose la question de la fétichisation de la mort et de la violence, qui sont les fils rouges les plus épais de son œuvre. Avant ça, déjà, en 1978, il y avait eu son premier court-métrage, The Setup. J'ai pas eu la chance de le voir parce qu'il est quasiment introuvable, mais d'après toutes les descriptions que j'ai pu lire, on y voit deux hommes qui se frappent jusqu'au sang et deux voix off de professeurs en philosophie qui commentent froidement les images, le but étant de déconstruire la violence, de l'objectifier pour mieux l'étudier et la décortiquer, et donc comprendre pourquoi elle peut autant nous attirer, surtout dans le cadre de la fiction. De son propre aveu, elle a demandé aux deux gars de vraiment se péter la tronche, si bien qu'ils sont restés plusieurs jours alités après ça. Heureusement, elle a vite découvert l'existence des trucages sonores et des chorégraphies de combat. Un peu après, donc, il y a eu The Loveless, avec son groupe de motards qui cultivent la violence et le désir, mais les suscite aussi chez ceux qui se foudraient bien sous tout rapport. C'était la poursuite d'une réflexion sur les limites et les différentes formes de représentation de la violence, sexuelle ou non. En une scène, elle cristallise le contraste entre l'euphorie de la destruction pour le simple plaisir de la destruction et le vertige sourd d'une adolescente qui tire sur son père incestueux avant de retourner l'arme contre elle. Et déjà là, à ce moment, son personnage principal, donc Vance, le premier rôle crédité de Willem Dafoe, est mis face à un dilemme moral et surtout face à sa propre violence, ce qui se retrouvera chez quasiment tous les autres personnages principaux de ses films. C'était le cas d'Adrian Pasdar dans Aux frontières de l'aube, un deuxième film qui déborde de métaphores sexuelles liées au sang et à la violence, décidément le mot-clé de cette vidéo. Évidemment, dans Point Break aussi, on a le personnage de Keanu Reeves qui se retrouve entre deux eaux, la police et l'attirant criminel de Patrick Swayze, comme dans Blue Steel, avec l'errance morale du personnage de Jamie Lee Curtis, qui a une fascination dangereuse pour la violence, vous l'avez compris. Mais avec Strange Days, on atteint vraiment le point culminant de cette thématique et de cette réflexion sur nos bas instincts. Cela passe par la scopophilie, le voyeurisme, et plus spécifiquement le fait de posséder l'autre par le regard. La scène qui encapsule tout ça, c'est évidemment le viol du personnage d'Iris, qui n'a d'ailleurs pas été nommé comme ça par hasard. C'est donc Lenny qui regarde et ressent l'enregistrement de cette femme qui est violée et tuée, et par la même occasion contrainte de voir et ressentir ce que voit et ressent son violeur. La scène en vue subjective n'est pas particulièrement explicite, elle ne fétichise ou ne romantise rien, tout est très cru, sans effet de style outrancier, et c'est d'après moi ce que Bigelow a pu proposer de plus violent, de plus dérangeant et de plus radical, parce que c'est l'annihilation la plus totale d'autrui. Le concept va encore plus loin que dans Le Voyeur de Michael Powell par exemple, où le violeur obligeait ses victimes à se regarder dans un miroir. Là, Iris est dépossédée d'absolument tout, bon, de son consentement pour commencer, puis de son image puisqu'elle se voit désormais à travers les yeux de son violeur, mais aussi de son propre ressenti. Sa peur, son dégoût et tout ce qu'elle doit ressentir à ce moment-là est éclipsé par l'excitation morbide de son violeur, là encore pardonnez la récurrence du mot. Son expérience et donc sa subjectivité sont complètement effacées au profit de celle de son bourreau.
Le détail qui rend l'entreprise encore plus sadique, c'est le méchant qui réouvre les yeux d'Iris après l'avoir tuée. C'est-à-dire qu'il lui rend sa vision, il lui rend son expérience de la vie qu'une fois qu'elle est morte. Et quand Lenny lit entre guillemets cette disquette, il ressent cette excitation, ce plaisir et il en ressort complètement traumatisé. C'est pour ça je pense que Kathryn Bigelow a décrit ce film comme le test de Rorschach ultime. Le but est bien de nous mettre face à nos capacités d'empathie, à notre besoin, inconscient ou non, d'interdit, de notre passivité aussi devant la violence quand elle n'est véhiculée qu'à travers des images. Kathryn Bigelow a aussi dit que nous étions devenus une société de spectateurs et Strange Days rend le spectateur coupable. Le spectateur, oui, mais pas que. On peut voir aussi une forme de remise en question adressée au réalisateur via le personnage de Ralph Fiennes. Lenny n'est pas qu'un distributeur de clips. Dans un sens, il les scénarise, il choisit les histoires, il les coupe et il se met à la place du client pour lui donner ce qu'il veut voir ou ressentir. Ça peut donner de belles choses comme le personnage amputé des 2 jambes qui redécouvre la sensation de courir sur la plage grâce au squid, et ça peut virer à l'obsession avec le cerveau qui grille ou une lente déconnexion de la réalité. Et ça, c'est aussi ce que vit Lenny. Il vit dans un souvenir forcément subjectif, il ne veut tellement pas en décrocher qu'il a refaçonné son réel et son présent autour d'une femme qui s'en fout complet de lui. À tel point que les deux ont même du mal à coexister dans le même cadre, si ce n'est à travers des reflets. Et c'est vraiment la version noire et pathétique de Rose dans Titanic qui, elle, s'est émancipée et a avancé dans la vie grâce aux souvenirs de Jack et à la promesse qu'elle lui avait faite. Alors que Lenny, lui, refuse le caractère éphémère et instable propre aux souvenirs. On voit bien là encore les 2 visions et les 2 personnalités fortes qui ont porté Strange Days. Pour Bigelow, la subjectivité sert à invoquer l'horreur et la violence la plus totale. Pour Cameron, c'est l'occasion de provoquer l'émotion. Et ces 2 visions finissent par s'assembler plus que s'opposer, avec cette fin où Lenny finit par abandonner le souvenir de Faith pour embrasser Mace. Il faut d'ailleurs aussi dire quelques mots sur son personnage, qui poursuit l'inversion ou le floutage des normes de genre hollywoodiennes, ce qu'a commencé à faire Bigelow dès The Loveless. Bon, il y a dès le premier niveau sa profession qu'on associerait plutôt à des personnages masculins et le fait qu'elle se confronte à eux en entrant dans les toilettes pour leur mettre la vérité sous le nez. Mais le plus important, c'est que c'est elle qui a la charge politique et contestataire du film, là où Lenny est un personnage aveuglé par l'amour, un personnage plutôt égocentrique qui agit avec plus de passion que de raison, soit tout l'inverse de Mace. Même si elle a des failles et peut aussi agir impulsivement par amour, elle est la boussole morale du film et c'est pas pour rien qu'elle rejette le squid et qu'elle est la seule dont on voit les vrais souvenirs qui n'ont donc pas été enregistrés. Bref, il y a 1000 raisons de trouver Strange Days passionnant et surtout majeur dans la carrière de Kathryn Bigelow. Pourtant, cet échec a amorcé une période compliquée pour elle, qui a mis 5 ans à se remettre en selle. Elle voulait d'abord faire un film sur Jeanne d'Arc avec de nouveau Jay Cox au scénario, mais Luc Besson lui a tout simplement piqué le projet parce qu'il voulait Milla Jovovich dans le rôle titre. Et franchement, un Jeanne d'Arc par Kathryn Bigelow, ça aurait eu tellement plus de gueule que genre ça. C'est donc avec Le poids de l'eau qu'elle a fait son retour en 2002, le film généralement considéré comme le plus faible et bancal de sa filmographie, et j'aurais vraiment du mal à dire le contraire. Mais elle est revenue en grâce avec Des mineurs et a d'ailleurs été la première femme à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisatrice, en plus de recevoir l'Oscar du meilleur film, catégorie dans laquelle concourait aussi Avatar de James Cameron. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez qu'on parle un peu plus de Kathryn Bigelow, on a fait un retour complet sur sa filmographie sur le site, et qui sait, peut-être qu'un jour on en fera un podcast. On a aussi récemment reparlé de Blue Steel dans un dossier réservé aux abonnés. Pour rappel, contre quelques euros par mois, vous avez le droit à des dossiers exclusifs sur des sujets divers et variés, et en plus, ça nous aide énormément financièrement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là, et je vous dis à très bientôt.